de cette soirée. C'est un homme que vous connaissez très très bien. C'est un homme de médias, un journaliste, un conférencier de renom, mais surtout un homme de conviction et un homme courageux. Certains articles qui le soutiennent, vous sursautez de la chaise en les suivant. Mais comment il a un tel courage? Et je pense que notre société a besoin des hommes courageux pour nous faire sursauter de nos chaises et aller de l'avant. Kwebe Kimpé, je vous prie d'accueillir en l'applaudissant. Merci. L'histoire s'avance masquée. L'histoire porte un masque. Ce constat a été fait par le français Régis Debray, c'est un philosophe et écrivain français dans les années 1970. Donc, tant que vous n'avez pas arraché le masque de l'histoire, ne croyez pas que vous la connaissez. Et c'est particulièrement vrai pour l'histoire de la République démocratique du Congo. L'histoire du Congo n'est pas seulement masquée, elle a été falsifiée, déformée, dénaturée, volontairement, délibérément, par des historiens, par ceux que Cheikh Anta Diop a appelé dans son livre « Civilisation ou barbarie » des historiens de mauvaise foi armés d'une érudition féroce. Il se fait que l'actualité, c'est l'histoire immédiate, selon feu la journaliste française Françoise Giroud. Il existe donc un lien organique, je dirais même dialectique, entre l'histoire et l'actualité, entre le passé et le présent. J'ai exercé la profession de journaliste pendant plus de 30 ans. Mais depuis une vingtaine d'années, je me suis intéressé et je me suis passionné pour l'histoire, et en particulier pour l'histoire de notre pays, la République démocratique du Congo. J'ai alors découvert que l'histoire du Congo, telle qu'elle est enseignée dans les établissements scolaires et dans les facultés universitaires, par des auteurs comme le père Léon de Saint-Moulin, mais aussi par des historiens congolais, dont je me garderai bien de citer le nom ici. Cette histoire-là est totalement erronée. Pourquoi je dis ceci, alors que ce n'est pas du tout le thème de ma conférence? Mais à cause de la référence faite tout à l'heure par l'abbé Mbelou, lorsqu'il a parlé du manifeste de la conscience africaine, qui a été publié en 1956. Ce document fut rédigé et publié en effet il y a exactement 61 ans. Soit 4 ans avant ce que nous considérons, appelez-moi à tort, comme la date de l'indépendance du Congo. On croyait tout savoir, on croyait avoir tout dit au sujet de ce fameux manifeste de la conscience africaine. Mais au bout de 20 ans de recherche historique, de lecture et de confidence, j'ai fini par arracher le masque de ce fameux document. Qui cherche, trouve. Matthieu 7,7. Le manifeste de la conscience africaine fut précédé de 2 événements majeurs qui sont passés totalement inaperçus par les historiens. Il est vrai qu'à première vue, ces 2 événements n'ont absolument aucun rapport les uns avec les autres. De quels événements s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'abord de la visite officielle, la première, effectuée au Congo belge par le roi Baudouin Ier en 1955. Retenez bien les dates, parce qu'il y a une concomitance, il y a une proximité de dates. Le manifeste de la conscience africaine est rédigé et publié en 1956. La visite du roi Baudouin Ier au Congo belge a lieu l'année d'avant, en 1955. Il s'était agi d'une visite officielle. Ça, c'est le premier événement. Le deuxième événement, c'est aussi une visite.
mais cette fois-ci touristique. De qui? Mais c'est une visite touristique effectuée quelques mois après la visite du roi Baudouin, en 1957 toujours, par des évolués congolais, où ça? Aux États-Unis, sur invitation des autorités politiques américaines. C'est au retour de ces touristes congolais que fut écrit le fameux manifeste de la conscience comme africaine. Mais alors, quel rapport? Le roi Baudouin Ier vint au Congo belge pour une visite officielle, croyez-vous? Ben non. Le roi Baudouin Ier est venu au Congo pour demander aux administrateurs des sociétés installées au Congo belge, dans sa colonie, de ne plus effectuer des transferts de dividendes dans les comptes des actionnaires en Europe et aux États-Unis. Point barre. C'est ça le masque. Le roi Baudouin Ier demande aux administrateurs des sociétés installées dans la colonie, au Congo belge, de ne plus effectuer des transferts de dividendes aux actionnaires des sociétés installées au Congo et qui vivent ici en Europe et aux États-Unis. Aucun livre d'histoire ne dit cela. Aucun. Alors, en 1955, à la fin de l'année, les actionnaires regardent sur leur compte, pas de transfert. Alors ils posent la question aux administrateurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas réalisé de bénéfices cette année? Pourquoi n'avez-vous pas effectué les transferts de dividendes? Les administrateurs répondent, mais bien au contraire. L'année 1955 a été particulièrement profitable. Nous avons réalisé des bénéfices faramineux. Mais alors pourquoi vous n'avez pas effectué les transferts? Mais le roi Baudouin Ier nous a demandé de ne plus effectuer des transferts. Pourquoi? Parce que la colonie a déjà remboursé toutes les dettes laissées par le roi Léopold II. Ah! Ah! Si vous ne touchez pas à ce point-là, j'ai la prétention d'affirmer que vous ne connaissez pas l'histoire de ce pays. Le Congo belge a remboursé 4 fois les dettes laissées par le roi Léopold II, soit 25 millions de francs or à l'époque. Aujourd'hui, on dirait 25 milliards de dollars. De 1908 à 1955, le Congo belge a remboursé 4 fois les dettes du roi Léopold II. Le palais de laquelle fait la comptabilité. Il y a des comptables là-bas. Ils ont fait leur comptabilité, ils se sont rendus compte que la colonie avait déjà remboursé les dettes du roi Léopold II. Et donc la colonie devait retourner dans le giron de la famille royale belge, comme héritage laissé par le roi Léopold II. C'est normal. Alors, les actionnaires des sociétés disent, bon, on va bien rigoler. Ils ont appelé les évolués, la deuxième visite touristique. Ils sont partis là-bas, ils se sont circulés à travers les États américains, et puis après, ils sont reçus par le chef de l'État qui leur dit, mais écoutez, vous les Congolais, là, comment vous avez accepté d'être colonisés par un petit pays comme la Belgique? Demandez l'indépendance et on vous l'accordera, et on vous soutiendra. Regardez les autres pays comme le Ghana, l'Égypte, ont déjà obtenu l'indépendance. Vous attendez quoi? À demander l'indépendance, allez retourner là-bas. Et demander l'indépendance, nous, on vous appuiera, on vous apportera notre soutien politique, militaire, financier, s'il faut. À leur retour au Congo, les touristes, et notamment le cardinal Joseph Maloula, rédigent et signent et publient le manifeste de la conscience africaine. Alors, les propriétaires des sociétés, les actionnaires, changent de gérant. Changent de gérant. Parce que la Belgique, qui n'avait jamais accepté ce qu'on appelait les aventures du roi Léopold II au Congo, n'a jamais été la propriétaire du Congo. Ceux qui le croient et ceux qui l'écrivent mentent. La Belgique a géré le Congo. Et donc le fameux contentieux belgo-congolais est un faux contentieux. Si vous avez affaire à une boutique, à un magasin, mais allez poser la question au propriétaire et pas au boutiquier. Et le PDG d'une entreprise n'est pas le propriétaire de l'entreprise. Le PDG de la GECAMINE est un salarié de l'État congolais.
parenthèse que j'ai ouverte, je la referme tout de suite. Donc, attention à l'histoire du pays. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Avant tout propos, j'aimerais adresser mes remerciements très sincères au révérend pasteur Kibutu Ngimbi et à tous les membres de la coordination de l'Association internationale de la diaspora congolaise. C'est grâce à eux, en effet, grâce à leurs efforts, et notamment financiers, et grâce à leur prévenance, que je me trouve ce jour, en ce lieu, devant vous. Je l'ai été informé de mon invitation à ce congrès et du thème que je devais y traiter qu'hier, jeudi, en début d'après-midi. C'est un peu court sans doute, me direz-vous, pour mener des recherches approfondies sur un sujet qui, je vous le signale, est très vaste et qui, dans le contexte de la République démocratique du Congo, a pris une coloration et une importance particulière. Mais pour connaître le goût de l'eau de la mer, il n'est pas nécessaire de la boire et de la vider complètement. Je crois qu'une seule goutte d'eau de mer suffit à vous renseigner que l'eau de la mer est salée. Vivant dans la diaspora congolaise depuis mai 1988, je pense posséder quelques références et assez d'expérience pour parler utilement du thème de ce jour. Permettez-moi aussi de saluer votre présence à toutes et à tous pour parler d'un sujet qui, au Congo et à l'étranger, soulève tour à tour passion, inquiétude, appréhension, réaction de rejet, exaspération, pulsion criminelle, chasse aux sorcières, hostilité déclarée, attitude belliqueuse et revendications revanchardes. Actuellement, le nombre de Congolais vivant à l'étranger est évalué entre 8 et 10 millions de personnes. La diaspora congolaise est quasiment présente dans les 192 pays membres de l'ONU, mais avec une répartition très inégale. L'écrasante majorité de nos compatriotes vivent en effet dans les pays occidentaux, particulièrement en Union européenne et aux États-Unis. Dans les pays européens même, leur répartition est également inégale. On trouve naturellement, et pour des raisons historiques, plus de Congolais en Belgique qu'en Suède ou en Italie. Mais je vous signale qu'il y a même des Congolais dans le sultanat d'Oman, à Mascate. Hein? Bizarre. Dans le sultanat d'Oman. Et ce ne sont pas des descendants d'esclaves. Pour vous dire que nous sommes partout. Quoi qu'il en soit, avec une population évaluée entre 8 et 10 millions de personnes, près d'un Congolais sur 10 donc, habite en dehors de son pays. C'est autant de bras, d'intelligence, de savoir et de savoir-faire, de compétences et de ressources humaines qui font défaut au pays. Donc, à première vue, c'est un désavantage. Et quelques conférenciers l'ont souligné ici. Mais la diaspora présente aussi de gros avantages, dont le grand pasteur qui vous doit parler ici, et comme nous le verrons au cours de mon exposé, à condition de savoir comment en tirer profit. Et lorsque nous mettons sur les deux plateaux de la balance les inconvénients et les bienfaits de la diaspora, la balance pense résolument du côté du plateau des avantages, du côté de la balance du plateau des bénéfices. D'après la société de transfert d'argent Western Union, et le pasteur ici, Mayame Côté l'a dit, en 2011, les Congolais de la diaspora ont expédié dans leur pays 9 milliards de dollars. 9 milliards de dollars de transfert. C'est plus que le budget du Congo. Donc c'est une force financière extraordinaire, mais qui est éparpillée, qui est dispersée. Vous allez voir qu'il y a justement une correspondance, même sémantique, entre cette dispersion et le mot diaspora. Mais ce n'est pas le seul avantage, même s'il n'est pas négligeable, puisqu'il s'agit de l'argent. Car la survie de centaines de milliers de familles au Congo dépend souvent du code, Tinda Code. Chacun de vous ici a certainement entendu cette phrase. Tinda la biso code. Ils ne disent pas Tinda bon, envoyez l'argent, non. Tinda Code. Car après, derrière le code de transfert, le code de transfert, Western Union, MoneyGram, donc envoyez le code. Tinda Code, envoyez le code. Ils ne disent pas envoyer l'argent, envoyez le code. Parce qu'ils savent que derrière le code, il y a évidemment l'argent. Donc, à part donc l'avantage financier pour les familles congolaises,
s'y ajoutent également d'autres bienfaits, cette fois-ci de nature politique, intellectuelle, professionnelle et morale. Pour parler des causes se trouvant à l'origine de la diaspora congolaise, qui est le thème de ma conférence, donc les causes à l'origine de la diaspora congolaise, j'ai structuré ma conférence autour des points suivants. Quelques points pour qu'on puisse s'y retrouver. Je ne serai pas très long puisqu'il y aura quand même des questions qui seront posées. Donc, au niveau du plan, j'ai d'abord la définition du terme diaspora et ses différentes acceptions. Selon qu'on est congolais ou qu'on n'est pas congolais. Les Congolais ont toujours tendance à personnaliser, à tropicaliser certaines définitions qu'on ne trouve pas dans le dictionnaire, ni dans le littré ou dans le Robert ou dans le Larousse. Donc il y a une récupération du terme diaspora par les Congolais qui l'ont tropicalisé, qui l'ont congolisé ou zarianisé pour ceux qui pensent encore à la zarianisation. Donc je vais d'abord commencer par définir le terme diaspora et ses différentes acceptions, c'est le premier point. Deuxième point de la conférence, ce sera vraiment le cœur de la conférence, c'est-à-dire les causes à l'origine, l'importance numérique et les foyers de la diaspora congolaise. Avec quelques sous-points, à savoir 1. Les causes historiques ignorées. Il y a des causes historiques de la diaspora qui sont totalement ignorées, à commencer par les historiens humains, et notamment l'esclavage. Vous allez voir. Cause historique. Deuxièmement, cause politique. Troisièmement, cause économique. Et quatrièmement, absence de cause religieuse. Malgré une forte présence de pasteurs congolais en Occident, j'en ai ici chez moi et nous sommes ici l'hôte des pasteurs. Il n'y a pas eu, malgré les persécutions religieuses au Congo, de réfugiés et d'exilés venus en Europe pour des causes religieuses. C'est très étrange. Troisième point, les conséquences de la présence d'une diaspora congolaise et de sa politisation, avec 3 sous-points: conséquences négatives pour le Congo, conséquences positives, et puis les droits politiques, notamment de vote, et la question de la nationalité des membres de la diaspora congolaise. Quatrième point, exemple des effets bénéfiques de la diaspora pour d'autres pays. Pour la Chine, notamment, la diaspora chinoise a joué un grand rôle dans les années 60. Israël, mais même l'Europe, l'Union européenne. Qui est venu sauver l'Europe en 1940-45? Les Américains, oui. Et d'où viennent les Américains? Mais c'est la diaspora européenne. Je ne vous apprends rien. Ceux qui sont contre la diaspora devraient se rappeler cela. Donc même l'Europe a été sauvée du péril hitlérien par l'intervention des États-Unis, qui ont boudé hors des frontières européennes les troupes de la Wehrmacht, de Hitler. Et les Européens, les Américains, à ce que je sache, ce sont les Européens. Je mets de côté, évidemment, les Indiens, qui sont en fait les propriétaires originels des États-Unis. Et je mets aussi de côté, non, ça ne pas les esclaves. Et puis, le cinquième dernier point, ce sera la conclusion, ou les conclusions, à savoir, le salut du Congo et la solution à la crise congolaise doivent provenir des membres de la diaspora. C'est une responsabilité à la fois morale et historique. Si la diaspora échoue dans la solution de la crise du Congo, alors nous allons perdre définitivement ce pays. Et ce n'est certainement pas le soutien, le souhait des membres de ce congrès, et certainement pas celle de notre musicien Chimanga, que je salue au passage. Alors, la définition. La définition du mot diaspora. Il y a une définition académique, classique, tirée du dictionnaire, du mot diaspora, qui est en fait du grec ancien. Le terme diaspora dérive du grec ancien et signifie dispersion d'une communauté humaine pour des raisons raciales, ethniques, politiques ou religieuses. Une diaspora, c'est donc une dissémination, généralement involontaire et forcée, dans de lointains pays, d'une communauté provenant d'une même origine, et ici je vous demande de faire attention, mais ayant gardé non seulement la mémoire, mais aussi la conscience de leur patrie d'origine,
et entretenant de ce fait des liens avec elle et désireuse d'y retourner un jour lorsque les conditions s'y prêteront. Si la mémoire de l'origine est effacée, si la conscience d'appartenance à la communauté est abolie, si le désir de rentrer n'existe plus, si les liens avec le pays d'origine ont été rompus, alors il n'y a plus de diaspora. Et c'est le cas pour les descendants d'esclaves congolais. Alors que les Hébreux, puisque nous sommes ici dans une église à côté des pasteurs, et j'ai en face de moi encore un autre pasteur, les Hébreux qui sont partis en Égypte comme esclaves pendant plus de 430 ans, pendant plus de 4 siècles, c'était aussi une diaspora en Égypte, non? Eh bien, ils sont rentrés chez eux. Pourquoi? Parce que jamais, jamais, jamais ils n'ont perdu ni la mémoire, ni la conscience d'appartenir à une communauté, ni la mémoire de leur pays. Et ils sont rentrés grâce à qui? Ben Moïse était, disons, un prophète, et puis il aurait pu être un pasteur qui boutou ici. C'est grâce à eux. Cette mémoire a été maintenue vivante, cette conscience a été cultivée par des prophètes, c'est-à-dire par des hommes de Dieu. Et donc, c'est une responsabilité qui incombe premièrement aux autorités morales, c'est-à-dire aux autorités religieuses. Je sais que ce disant, je leur ajoute sur les épaules un nouveau fardeau alors qu'ils en ont déjà pas mal. Mais en prenant l'exemple d'Israël, vous vous rendez compte que c'est... Je peux parler de l'esclavage en Égypte, mais je peux parler également de l'esclavage à Babylone avec le prophète Ézéchiel. C'est lui qui, à bord du fleuve Kébar, après la vision qu'il a eue là-bas, va rappeler aux Juifs, aux Hébreux, attention, attention, vous n'êtes pas d'ici, vous devez rentrer là-bas, le roi Nabucodonosor, tout ça. Mais nous rentrerons un jour chez nous. Et il leur a rappelé ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au bout de 400 ans, en Égypte, les Hébreux sont rentrés chez eux au pays de Canaan. Même chose lorsqu'ils sont partis à Babylone. Mais nos esclaves à nous, dont je vais parler tout à l'heure, qui sont partis à Cuba, en Amérique latine, au Brésil, j'ai été au Brésil. J'ai assisté au rite du candomblé. J'ai vu des noms des lignes de bus et des noms de quartiers à Rio de Janeiro qui portent le nom de Luquezo. C'est des noms du Bakongo que je sache. Mais tout simplement parce que de Mwanda à Luanda, sur la plage, se déroulait le marché aux esclaves. Si vous effectuez des fouilles, la prochaine fois que vous irez à Luanda ou à Mwanda, si on vous donne l'autorisation, si vous creusez un peu, vous allez trouver des squelettes d'esclaves. C'était un immense marché aux esclaves, la côte occidentale africaine, depuis d'ailleurs Gorée au Sénégal, jusqu'en Angola. Mais ces esclaves-là ont perdu et la mémoire et la conscience de leur appartenance au Congo, à l'Afrique en général, au Congo en particulier. Et voilà pourquoi ils sont totalement perdus dans leur lieu d'exil. Ça, c'est la définition académique. Donc, dispersion, dissémination de la diaspora. Il existe aussi un sens général de diaspora qui signifie expatriation et exil. Parce que ces gens ne sont pas partis de gaieté de cœur, de leur plein gré. Donc en fait c'est une expatriation. Donc il y a un second sens qui veut dire expatriation, exil, derrière le mot diaspora. Et le troisième sens, c'est le mot diaspora qui possède un sens congolais. À nous, à connotation politique récente et signifiant opposition, combat et résistance au pouvoir actuel. On peut se le déplorer ou s'en féliciter. C'est un fait. On en discutera soit tout à l'heure, soit au cours des ateliers. Donc, dans l'acception du terme diaspora par les Congolais, que ce soit ici, en Europe, en Occident, ou au Congo et en particulier parmi la classe dirigeante, le terme diaspora leur donne de l'urticaire. Quand ils entendent le mot diaspora, ils se mettent à se gratter. Ça leur donne des démangeaisons. Et le pouvoir en place a mené des actions de toutes sortes pour briser la diaspora. Et ce n'est pas fini. Et je sais que certaines églises sont déjà l'objet de sollicitations, de corruption de la part du pouvoir. Parce que c'est le dernier lieu où s'est réfugiée la résistance, où s'est réfugié le combat contre le pouvoir en place au Congo.
Je ne prends pas parti, je fais tout simplement une description des faits. Donc, au Congo, la popularisation, c'est devenu un mot très populaire, hein, le mot diaspora, la généralisation et la publicité orchestrée autour du substantif diaspora est relativement récente. Le terme a pris son acception particulièrement congolaise au lendemain de la chute du régime de feu le maréchal Mobutu, le 17 mai 1997. Mais surtout au début de la décennie 2000, avec l'avènement au pouvoir de Joseph Kabila. Avant cela, jusqu'alors, de quoi parlions-nous? Des Congolais, on parlait des Belgicains, vous le savez, ce terme a complètement disparu. On parlait des Belgicains, c'est-à-dire des Congolais habitant en Belgique. On parlait des Congolais vivant à l'étranger, mais pas de la diaspora. C'est un terme donc qui est relativement récent et qui marque en fait une évolution, une mutation, je dirais même une maturation de la conscience des Congolais. Deuxième point, les causes à l'origine de la diaspora congolaise. Les causes historiques. Quoique totalement oubliée, la première cause à l'origine de la diaspora congolaise a été engendrée par l'esclavage à partir de la fin du XVe siècle. L'histoire s'avance masquée. C'est pour ça que je suis remonté jusque-là, pour essayer d'arracher le masque et comprendre. D'après les historiens, autour de 10 millions d'indigènes vivant dans le bassin du cours d'eau, qui porte actuellement le nom de fleuve Congo, furent vendus comme esclaves en Amérique du Nord, en Amérique centrale et latine, à Cuba, dans les Caraïbes et à Haïti, lors de la traite des nègres d'Afrique qui dura plus de 350 ans. C'était évidemment avant la naissance de l'État indépendant du Congo, le 26 février 1885. Mais, qu'on le veuille ou non, il s'agit bien de nos ancêtres à nous les Congolais. Parce que nous partageons le même sang. Imaginez qu'on fasse des tests ADN entre toutes les tribus du Congo, et en particulier celles du Bas-Congo. Et qu'on fasse des tests ADN parmi les Noirs du Brésil, du Venezuela. Au Venezuela, il y a des lois, mais on n'en parle pas. Ils n'ont même pas le droit d'avoir la terre. En Colombie, en Équateur, à Cuba, en Amérique centrale et en Amérique du Nord. Et dans les Antilles. Si on comparait les deux échantillons de sang, vous seriez bien surpris. Et c'est ce que nous allons devoir faire. Et c'est une des tâches qui incombe également aux églises. Et il faut procéder à des tests ADN. Faire un prisme grossissant. C'est le fameux phénomène appelé, dans notre langage à nous les journalistes, l'effet miroir. Il s'agit en l'occurrence d'un miroir grossissant, mais j'ajoute très souvent aussi d'un miroir déformant. Quoi qu'il en soit, la vision et la compréhension qu'ils portent sur les événements se déroulant au Congo, leur analyse de la situation et les solutions qu'ils préconisent se situent diamétralement à l'opposé de celles des dirigeants congolais. Et c'est l'une des raisons de leur attitude critique, de leur opposition et de leur résistance, souvent par des moyens violents au régime en place au Congo. C'est ainsi que depuis plus de 10 ans, des hommes politiques et des musiciens congolais ne peuvent plus mettre les pieds dans de nombreux pays de l'Union européenne, notamment en Belgique, en France et en Angleterre, sans risquer de subir un lynchage en règle par des organisations issues des membres de la diaspora congolaise, non fortement radicalisées et appelés résistants aux combattants. Parmi leurs victimes, citons Che Okitulu, qui faillit perdre la vie à Londres en 2006, à la suite d'une violente agression menée par des combattants présents dans la capitale britannique. Je crois qu'il était le ministre des Affaires étrangères, je ne sais pas. Et curieusement, le jour de son retour, il n'est pas rentré par l'aéroport de Ndjili, il est rentré par le Bichi-Bobila. Et pour son malheur, je me trouve au Bichi-Bobila ce jour-là. Parce qu'en 2006, j'étais directeur de la campagne électorale d'Olivier Kanitatou. Et les combattants et les résistants de Londres avaient gravé sur le dos d'Okitulu, au couteau, ils ont gravé au couteau RDC. Et puis WC, Water Closet, sur son dos. Pourquoi cette radicalisation de certains membres de la diaspora congolaise? Mais tout simplement parce qu'au contact des sociétés occidentales, où tout le monde respecte la Constitution, la nôtre n'a même pas 20 ans, même pas 15 ans. On lui a déjà donné des coups de canif. On l'a déjà amendé. Et elle va encore être amendée. Et il y aura un troisième mandat pour Kabila. Mais ici, en Europe, une constitution n'est pas amendée comme on veut. Ici, donc, tout le monde respecte la constitution.
Ici en Europe, les règles démocratiques sont connues et appliquées par tous. Ici en Europe, la liberté de la presse et des opinions est garantie. Ici en Europe, les citoyens bénéficient de la protection sociale comme le CPAS en Belgique. Ici en Europe, les droits au logement, à l'éducation, au travail sont garantis à tous. Les membres de la diaspora congolaise aux États-Unis et dans les pays de l'Union européenne veulent voir le modèle démocratique occidental appliqué à leur pays d'origine, mutatis mutandis. Il faudra changer ce qu'il faudra changer. Mais en gros, qu'il y ait au moins le minimum vital, que la Constitution soit respectée, que la protection sociale soit appliquée. Non. Depuis l'étranger, les membres de la diaspora congolaise assistent impuissants au déclin de leur pays, à la paupérisation de la population congolaise et de leurs parents restés au pays, à la violence due aux mutilations sexuelles, aux viols, aux massacres de masse, aux assassinats ciblés d'officiers, d'évêques, de députés, de pasteurs, de prêtres, notamment l'abbé assomptionniste Mathieu Vincent, n'est-ce pas, tué au mois d'avril, je crois, de l'année d'avant, en 2016, à Butembo. Mais aussi, parmi les victimes de ces massacres, il y a des opérateurs économiques, des animateurs de mouvements associatifs d'ONG, comme l'infortuné Floribert Chebeya et son chauffeur, Basakana, dont on n'a jamais retrouvé le corps. Mais d'après des confidences qui m'ont été faites, il semble que le corps de Basakana a été dépecé. Bazana a été dépecé et donné aux chiens du chenil qui se trouve à l'état-major de la police. Vous voyez à côté du palais du peuple là, j'ai vu ces chiens, hein. On leur donne de l'alcool et du chambrissant pour les nourrir avec de la chair humaine. Le contact quotidien avec la société occidentale a favorisé l'émergence d'une forte conscience politique parmi ceux des Congolais qui, à leur départ du Congo, ne s'intéressaient pas forcément à la chose politique. Ceux-ci sont stimulés, une fois ici au Congo, en Europe, par des jeunes Congolais nés et grandis dans les villes européennes, qui, imprégnés de la culture et de la mentalité des pays où vivent leurs parents, se sont fortement impliqués dans la situation qui prévaut au Congo. Ils portent autant le Congo que sur les dirigeants congolais accusés d'incompétence et de corruption, un regard sévère et un jugement sans complaisance lorsqu'il s'agit de les comparer au comportement des hommes politiques occidentaux. L'impatience des uns et des autres, leur déception et leur colère sont d'autant plus grandes qu'ils ont perdu leur nationalité congolaise selon le prescrit d'un article de la Constitution congolaise qui consacre le principe de l'unicité et de l'indivisibilité de la nationalité congolaise. Ils ne sont plus congolais, alors qu'ils sont attachés à ce pays, la preuve. Et en plus, ils ne peuvent pas voter. Du coup, ils sont également interdits du droit de vote, n'est-ce pas? De ce fait, il leur est devenu impossible de peser sur les décisions politiques des dirigeants de leur pays d'origine. Il ne leur en fallait pas plus pour basculer comme un seul homme dans l'opposition pour les uns, dans la résistance radicalisée et dans le combat politique violent pour les autres. Mais dans le même temps, les membres de la diaspora sont détenteurs d'un savoir, d'un savoir-faire et d'une expérience qui peuvent se révéler précieux pour le développement du Congo. La Chine doit, entre autres, son développement fulgurant grâce au retour en Chine de nombreux Chinois ayant fréquenté et terminé leurs études dans des universités américaines. Ceux notamment qui sont à l'origine de la mise au point de la bombe atomique chinoise. À leur retour en Chine, ils mirent en effet au service de leur pays leurs immenses savoirs et leurs hautes qualifications intellectuelles, ainsi que leurs remarquables compétences professionnelles. Les Israéliens, de leur côté, ont récupéré leur pays, Israël, suite à l'expédition du fameux bateau Exodus, qui est parti d'où? Mais qui est parti d'Europe, avec des passagers qui étaient des membres de la communauté israélienne, faisant partie de la diaspora israélienne en Europe. Et ils sont rentrés en Israël pour créer l'État d'Israël, n'est-ce pas? Donc l'indépendance est célébrée au mois de mai, fut célébrée au mois de mai 1948. Donc, deuxième exemple du bienfait de la diaspora, des membres de la diaspora. Troisième exemple, c'est l'Europe qui fut délivrée, qui fut sauvée de l'invasion des troupes d'Hitler, et notamment ce pays dans lequel nous vivons, grâce à l'intervention de la diaspora européenne aux États-Unis, ce qu'on appelle aujourd'hui les Américains. Ce sont tous les Européens qui sont donc rentrés dans leur pays d'origine, dans leur continent d'origine, pour sauver leurs parents. Pourquoi nous, les Congolais, ne le ferions pas? S'ils peuvent porter aide et assistance à leur famille, s'ils peuvent, de façon aussi remarquable, s'ils peuvent peser dans le budget de ménage dans les familles au Congo,
on doit s'attendre à ce que les membres de la diaspora congolaise se montrent aussi efficaces sur le plan national, notamment dans le domaine politique, lorsqu'il s'agira de trouver une solution à la crise qui ensanglante le Congo depuis 20 ans et qui aurait déjà causé la mort de près de 10 millions de leurs compatriotes. Pour cela, il faudra fédérer toutes les énergies. Et là, je rejoins ce qu'a dit le révérend pasteur Kibutu ici. Il faudra fédérer toutes les énergies, toutes les volontés et toutes les ressources, y compris financières, n'est-ce pas? Qu'on fait les 9 milliards de dollars de transferts par Western Union et MoneyGram. Nous sommes détenteurs d'une puissance financière qu'il faut savoir maintenant mettre au service du pays. Il faudra aussi les rassembler au sein d'organisations dont la raison sociale ne se limitera pas uniquement à des tabassages, à des passages à tabac, ni à la chasse aux sorcières des politiciens et des musiciens congolais qui se risquent à venir en Europe. Devant les périls majeurs qui menacent l'existence même de la République démocratique du Congo, la nécessité de leur mise en place par la diaspora congolaise de mouvements dotés d'un projet de société cohérent, adapté à l'histoire, au contexte et aux intérêts du Congo, piloté par des animateurs dotés d'une conscience politique et d'une moralité à toute épreuve, merci pasteur Kibutu, cette nécessité, dis-je, frappe à la porte de notre pays. Mais qui détient la clé qui permettra l'ouverture de cette porte? Qui? Je vous le demande. J'ai dit et je vous remercie.